Bonjour mes amis investisseurs, est-ce que vous faites confiance aux politiciens? Si vous investissez en bourse, vous feriez confiance qu'un politicien décide comment investir votre argent? Ces questions normalement sont répondues de manière négative. Donc je me demande pourquoi il y a des investisseurs qui ont la majorité de leur portefeuille investi sur des entreprises publiques ou partiellement nationalisées. Aujourd'hui, je vais vous montrer des analyses et recherches qui font la comparaison entre les entreprises publiques et les entreprises privées cotées en bourse. Jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez arriver à la conclusion qu'investir dans les entreprises publiques cotées dans la bourse, c'est pas un bon choix d'investissement à long terme. Avant tout, cette vidéo, c'est pas une vidéo anarchiste, ni des biais politiques, ni des critiques politiques. Cette chaîne, c'est une chaîne de finances et je vais vous montrer les raisons qui font que l'investissement sur les secteurs publics en bourse, c'est pas un bon investissement à long terme. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car dans la conclusion, je vais faire des remarques importantes pour vos investissements à long terme. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne, on parle d'investissement à long terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, likez la vidéo aussi et activez la petite cloche qui est ci-dessus la vidéo. Comme ça, vous allez toujours recevoir les nouvelles vidéos de la chaîne. Donc maintenant, on attaque les sujets. Donc déjà, on va voir la définition. C'est quoi une entreprise publique? Une entreprise publique ou en anglais SOE, State Owned Enterprise, c'est une entité juridique créée ou achetée par les gouvernements afin de participer des activités commerciales au nom du gouvernement. Normalement, si l'État possède plus de 20% des actions de l'entreprise, on considère que c'est une entreprise publique. Et elles sont généralement destinées à participer d'une certaine activité spécifique de l'État. En France, on pourrait citer quelques entreprises publiques comme ADP, EDF, Renault, Airbus, Safran, Thales, Orange, Eramet et Air France. Bien sûr, je viens de citer les entreprises qui sont cotées en bourse. C'est pas qu'en France que les entreprises reçoivent des aides des gouvernements au moment des crises. Dans les autres pays, ça se passe pareil. Dans les cas des entreprises publiques, pas seulement les PDG peuvent demander l'aide du gouvernement, mais au besoin, ils peuvent aussi faire appel au ministère du gouvernement. S'ils ont des problèmes, ils peuvent simplement tourner vers le gouvernement et obtenir des prêts à bon marché. Mais du point de vue d'actionnaire minoritaire, cela c'est pas une garantie de stabilité ni d'un bon investissement à long terme. Pour commencer notre analyse un peu plus approfondie, je vais partager une partie d'interview de Charles Degave, c'est un économiste et analyste financier français, où il partage un portefeuille d'actions, où il prend les entreprises du CAC 40, mais il exclut toutes les entreprises qui sont publiques où l'État touche au moins une partie de la capitalisation. Il a comparé la rentabilité de ce portefeuille à long terme. Donc maintenant, je laisse avec vous la première partie. Dans nos marchés financiers, il y a deux sortes de valeurs. Celles qui gagnent de l'argent, allez, je vais être un petit peu dur, en pillant l'État, ou en s'appuyant sur l'État, en demandant des combines à l'État, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, qui est une des grandes spécialités françaises, si vous voulez. Et puis celles qui n'ont rien à voir avec l'État. Donc, comme dans une explication précédente, j'ai expliqué que les États allaient connaître quelques problèmes de solvabilité, acheter des sociétés qui dépendent des États, mauvaise idée. C'est pas une très bonne idée. Donc, vous regardez les sociétés du CAC 40, il doit y en avoir, je ne sais pas s'il y en a 40 d'ailleurs, peut-être 38 ou 39, j'en sais rien. Ah non, il y en a 40. Il y en a 40. Vous regardez ça et vous excluez toutes celles qui ont quoi que ce soit à voir avec l'État. C'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de travaux publics, tous ces trucs-là. Tous les gens qui ne vivent que par des relations quelque peu incestueuses avec l'État. Puis il en reste 10 ou 12, hein, qui n'ont rien à voir. Les L'Oréal, les Schneider, les Air Liquide, tous ces trucs-là, ils n'ont rien à voir. Moins ils parlent à l'État, plus ils sont contents. Ben, vous prenez ces 12-là, vous en achetez un portefeuille équipondéré, quasiment le jour du plus haut en 2007, avant le crack de 60%. Et où vous en êtes? Alors vous avez fait la simulation, vous en avez acheté 10, oui, en l'occurrence. 10, et alors je vais donner les noms, parce que vous les avez sélectionnés... Simplement parce que ça n'a rien à voir avec l'État. Sans connaître... Ni leur bilan, ni leur compte d'exploitation, ni si elles étaient chères ou pas chères, rien. Donc voilà, juste sur du bon sens paysan finalement. Du bon sens paysan, moi je veux pas coucher dans le même lit que l'État. Une fois qu'il a expliqué son raisonnement et pourquoi il a décidé de faire cette étude, je vais vous montrer la deuxième partie de cette interview où il montre les graphiques avec la rentabilité de ses portefeuilles fictifs comparés à l'indice de référence, que c'est les CAC 40. Déjà, les performances de toutes ces entreprises, elles sont positives. Elles sont très positives. Je crois que vous avez doublé votre capital, je ne sais pas combien vous avez fait. Alors si on les synthétise en un indice, oui. C'est ce que vous vouliez dire, en effet, vous doublez. Vous doublez, c'est-à-dire que vous avez doublé en achetant au plus haut en 12 ans.
Vous faites 207%. 207%. Alors, je ne sais pas exactement à quelle date vous avez arrêté la démonstration. 6 ou 7 000, vous faites 6 ou 6,5% comme par en date, comme ça. Je crois que c'est en septembre. Ça, c'est un calcul en septembre. Et le CAC 40, lui, fait... finalement, il est encore en dessous, puisque vous avez tout mis en base 100. Donc, vous ne faisiez pas 207%, pardon. Vous avez fait 107% avec cet indice. Oui, tandis que le CAC 40, il a fait 0. Voilà. Il a fait 0. Donc, encore une fois, si vous voulez, une méthode de sélection des actions, c'est de dire, bon, mais si j'achète des actions, c'est que dans le fond, fondamentalement, je crois au capitalisme. Les gens qui gèrent leur affaire. Donc, il n'y a pas de raison d'acheter des actions communistes, des actions asiatiques, si vous croyez au capitalisme et vous croyez que le communisme va s'effondrer. Maintenant, je vais partager pour la dernière fois 30 secondes de cette vidéo où il donne les principales leçons de cette vidéo. Ne déléguez pas à l'État ce que vous pouvez faire vous-même. Il faut bien se rendre compte que l'épargne qu'on est en train de vous gérer en la mettant dans des obligations très négatives, vous ne toucherez pas votre retraite. Donc si vous ne vous occupez pas de votre épargne vous-même pour votre retraite, vous n'aurez rien. Alors vous aurez un portefeuille qui va être très volatile. En 2008, il a baissé de 50% ce portefeuille, mais vous vous en foutez. Si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous voyez, si vous n'allez pas vendre, si vous êtes en levier, si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous prenez un horizon 20 ans, puis s'il y a une de valeur qui se fait acheter par l'État ou n'importe quoi, à ce moment-là, vous la vendez, puis vous en achetez une autre qui n'a pas d'État. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça suppose un tout petit peu de gestion, mais l'idée, c'est que vous voulez que les gens qui font du beau boulot travaillent pour vous. C'est-à-dire que vous faites votre portefeuille comme vous sélectionneriez votre plombier, quoi. En droit et en économie, il y a 6 catégories qui font que les dirigeants des entreprises restent en ligne, qu'ils fassent les choses de la façon correcte. On peut nommer la première catégorie de l'échec commercial. Si un manager ne manage pas bien l'entreprise, l'entreprise va faire faillite ou va passer des situations financières pas stables. Et par conséquent, le manager sera sans emploi, ce qui rarement va se passer dans les entreprises publiques. La deuxième raison ou catégorie qu'on peut citer est les marchés de contrôle des entreprises. Dans un marché où une entreprise peut acheter une autre entreprise, une entreprise qui était capable de générer de la richesse et commence à avoir des mauvais résultats, elle va être cible d'achat des autres entreprises. Les managers incompétents peuvent être expulsés dans le cadre des processus de reprise, ce qui à nouveau rarement se passe dans les entreprises publiques. Une troisième catégorie, c'est l'incitation économique. Cela consiste en aligner les intérêts des gestionnaires de l'entreprise et des actionnaires minoritaires. Normalement, dans les entreprises privées, les PDG et les managements, la tête de l'entreprise, une partie de leur salaire, c'est en termes variables. Donc, si l'entreprise évolue bien, ils vont recevoir des actions de l'entreprise. Ça peut exister dans les entreprises publiques. Normalement, cette mesure elle est utilisée d'une mauvaise façon dans les entreprises publiques, car le PDG va manager l'entreprise d'une façon qu'il puisse appliquer seulement ce que l'État décide. Et les pouvoirs de l'État changent tous les 5 ans ou les 10 ans. Donc, j'ai cité 3 catégories où le management des entreprises publiques n'ont pas le même intérêt que des actionnaires minoritaires. Il y a 3 autres catégories que je ne vais pas m'approfondir, mais elles sont des catégories qui impliquent des désincitations juridiques. Ils comprennent les obligations légales requises par les droits des sociétés, la gouvernance d'entreprise et le conseil d'administration. Les problèmes de tous ces types de désincitations juridiques, c'est l'asymétrie entre les gestionnaires et les minoritaires de l'entreprise. Si ces entreprises subissent des pertes, l'État simplement va renoncer. Du coup, c'est toujours ceux qui payent les impôts et les actionnaires qui vont payer la dette de la faillite. En Chine, par exemple, et des autres pays émergents, normalement, quand une entreprise publique elle va faire faillite, l'État décide de fusionner cette entreprise avec une entreprise qui a une situation saine et stable. Les résultats, vous savez, c'est désastreux. Les entreprises publiques ne sont pas non plus à vendre. Les actions en main privée, normalement, ne sont pas suffisantes pour faire le jeu d'offerte et demande contre l'État. De cette manière, pour changer le contrôle ou les stratégies de l'entreprise, ça va être impossible si l'État n'est pas d'accord. Maintenant, je vais vous montrer quelques graphiques où c'est montré mathématiquement pourquoi les entreprises publiques ne sont pas un bon investissement à long terme. Si vous regardez ces graphiques, c'est un graphique de Return on Equity, qu'en français c'est retour sur les capitaux propres. Donc ces ratios montrent la rentabilité des capitaux propres de l'entreprise. Donc combien elle arrive à générer des richesses à partir de ses propres moyens. Donc comme vous pouvez voir la courbe en verte pour les entreprises privées, cette valeur est d'environ 15% contre environ 10% pour le secteur public. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième graphique où on analyse les dettes des entreprises. Après 2008, vous pouvez voir que le secteur public a beaucoup plus de dettes par rapport au secteur privé. Cette différence a diminué entre 2017 et 2020,
Mais le secteur public possède environ 4 ou 5% plus de dettes par rapport à ses propres actifs comparés aux entreprises privées. Maintenant, je vais vous montrer un graphique qui montre les free cash flow. C'est l'argent disponible dans la trésorerie de l'entreprise prêt à être utilisé pour des nouveaux projets ou investir dans la propre entreprise de la façon que le management décide. Comme vous pouvez voir, de la totalité des entreprises publiques, 41% en moyenne ont un free cash flow négatif. Si on regarde les entreprises privées, ces taux diminuent à 16%. Maintenant, dans les prochains graphiques, vous pouvez voir la performance des entreprises privées contre les secteurs publics dans les marchés émergents. Vous pouvez voir la courbe en bleu qui de 2007 jusqu'à 2018, elle prend en compte la crise de 2008. Vous pouvez voir qu'en 2018, la rentabilité accumulée c'était de 42% contre une performance négative des entreprises publiques. Donc les secteurs privés, ils battent les secteurs publics aussi dans les pays émergents. Toujours, on va arriver à la même conclusion. Toujours à long terme, les secteurs privés, ils battent les marchés publics. Certaines entreprises publiques possèdent des bons ratios fondamentaux à long terme, comme par exemple Safran et Thales. Par contre, avoir un portefeuille rempli d'entreprises publiques n'est pas gagné à long terme. Et ce n'est pas une question d'opinion. Ce sont des études faites en plusieurs pays qui montrent que les entreprises publiques, elles n'ont pas une vision à long terme et les marchés bénéficient des entreprises qui pensent à long terme où la tête management protège les petits actionnaires. De cette façon, si les cours de l'action montent, les petits porteurs vont gagner ainsi comme les directeurs des entreprises. Ça ne se passe pas comme ça dans les entreprises publiques. L'achat d'entreprises publiques ne doit pas être interdit pour l'investisseur qui investit à long terme, mais il doit être évité, surtout si ça dépasse une vingtaine de pourcents dans votre portefeuille. Est-ce que vous avez quelques entreprises publiques dans votre portefeuille? Quelles sont vos préférées? Mais avant de laisser un commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos amis, cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.